Alors, nos conférenciers invités, c'est Bonnie Lukowitz et Laurie Gray. Et Laurie Gray, elles ont plus de 40 années d'expérience en mettant de l'avant les droits d'accessibilité et surtout pour le plein air, Bonnie et la gestion de projet au programme de Bay Area Outreach et Bonnie est également gestionnaire. Elles ont toutes les deux énormément d'expérience en préconisant, en défendant des droits et en favorisant la présence de tous à ces sites. Bienvenue à vous, Bonnie et Laurie. Merci et bonjour à tous aujourd'hui. Mon nom est Bonnie. Je suis une femme blanche d'âge de la retraite avec des cheveux gris et je porte des lunettes et un chandail un peu bleu. Et chez moi, on a l'impression que je suis dans la forêt et je suis également en fauteuil roulant. Je suis Laurie Gray. Je suis Chicano, également d'âge de la retraite. Je vous parle de Berkeley et je porte un T-shirt et des jeans et je suis dans ma chaise roulante manuelle. Je suis également aveugle et j'ai d'autres handicaps. Merci, comme Laurie l'a dit. Nous présentons aujourd'hui à Berkeley, et c'est encore le matin, et c'est le territoire non cédé des Wiychiun du peuple Lijan-Ohlone. La présentation d'aujourd'hui porte sur les obstacles, mais en plus de mettre en évidence certains d'entre eux, selon nous, nous voulons aussi donner quelques exemples de la façon dont la collaboration et la défense des intérêts peuvent être une façon saine d'atténuer certains obstacles. Et la liste des obstacles est assez longue et c'est en partie parce que le handicap se situe sur un spectre. Il n'y a pas deux personnes qui vivent le handicap de la même façon et que les besoins en matière d'accessibilité varient considérablement. Cependant, si vous abordez la conception des programmes de l'environnement bâti dans une optique d'inclusion, vous avez de meilleures chances de servir un public plus large. Je pense également qu'il est important de souligner que lorsqu'il existe des obstacles au parc, et pour tout d'ailleurs, qu'il s'agisse des programmes physiques, ces obstacles n'ont pas seulement un impact sur les personnes vivant un handicap, mais tout ce qui accompagne ça. Alors, je crois qu'il est important de voir qui est touché par ces obstacles. Sans doute, il y a tout un public très diversifié qui nous écoute, les participants, les utilisateurs de parcs. Si vous avez l'impression que cette discussion ne répond pas à vos préoccupations, je vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, car la création d'accessibilité au parc implique un dialogue et une collaboration entre les utilisateurs et le personnel des parcs pour bien faire les choses. Alors, plus nous nous connaissons, plus nous pouvons comprendre les obstacles auxquels nous faisons face, mieux ça allait. Bien que je ne connaisse pas les lois canadiennes sur l'accès et les obstacles auxquels nous sommes confrontés aux États-Unis, sans doute sont semblables et universels. Mais je ne vais pas me concentrer uniquement sur les lois d'accessibilité, si ce n'est pour dire que lorsqu'il existe des directives et des règlements à l'accès, ils représentent un minimum. Et je veux que vous pensiez à viser le ciel et non le sol. J'aimerais également que la discussion sur l'accessibilité soit élargie pour inclure l'équité, car l'accessibilité n'est qu'un aspect du service aux visiteurs handicapés dans les parcs. Il est important d'être conscient également que parfois, en créant un accent pour certaines personnes, on crée par inadvertance des obstacles pour d'autres. Par exemple, si la virtualisation des programmes au cours des 2 dernières années a été un avantage considérable pour de nombreuses personnes ayant un handicap physique, elle crée également des obstacles, surtout au début, pour les personnes sourdes, aveugles et neurodiverses. Et sur cette première diapo, vous voyez donc une photo d'un sentier avec des arbres qui se penchent sur le sentier. Alors, j'ai divisé les obstacles en 2 catégories, les obstacles organisationnels et liés aux visiteurs du parc. Cependant, il peut y avoir des recoupements. En fait, il y a une barrière globale que je considère comme le plus grand obstacle à l'accessibilité des terres publiques. C'est ce que j'appelle la barrière de l'information, pour laquelle j'ai passé une bonne partie de ma carrière à travailler. Et je propose, j'étais contente en fait d'entendre Marie-Hélène dans ses principes directeurs parler de la planification des visites. C'est une chose sur lesquelles ils vont se pencher. Alors,
je propose que, en fait, l'obstacle de l'information, c'est le plus facile, le moins coûteux à éliminer et qui peut être également le plus rentable pour l'argent qu'on y met. Je sais que d'autres personnes s'exprimeront sur ce sujet, je m'y attarderai pas trop, mais je peux vous dire qu'on a besoin d'informations sur l'accès plus complet, peu importe où on va, parce que c'est le manque d'informations qui signifie que les personnes handicapées doivent devenir des limiers en ligne. Donc, il faut faire de la recherche, vérifier des blogs, des messages sur les médias sociaux, les sites web et même passer des appels téléphoniques si on peut trouver un numéro pour savoir ce que ces personnes risquent de rencontrer, même sur les sentiers dits accessibles, car ce terme signifie généralement accessible en fauteuil roulant et ne tient pas compte des autres types de besoins d'accès. Les informations qui sont accessibles et détaillées pour le personnel, donc par la suite, les personnes handicapées, afin qu'elles puissent elles-mêmes déterminer si un parc répond à leurs besoins d'accès et ça aussi prévient les mauvaises informations que le personnel pourrait leur donner. Par exemple, il y a quelques années, je visitais un parc national et le forestier m'a parlé d'un sentier derrière le centre des visiteurs qui était formidable. Et je me suis donc rendue là un quart de mille avant d'arriver à des marches que je ne pouvais descendre en fauteuil roulant. Alors, je n'étais pas très heureuse. Ici, nous avons une photo sur cette diapo d'une affiche, donc où on voit la longueur, l'accessibilité et les détails quant au type de surface. Prochaine diapo. Alors, nous avons peu de temps, donc je vais mentionner rapidement les obstacles organisationnels qui ne sont pas listés en ordre précis. Nous avons parlé de besoin d'accès, d'informations sur l'accès et les obstacles. Ensuite, il faut que toute l'organisation adhère à cela. Pour que l'accessibilité et l'inclusion prennent leur sens, il faut avoir un changement culturel, une adhésion plus haut niveau. Si ça ne commence pas en haut, ça ne se produira, ce ne sera pas durable. Ensuite, connaissance limitée des handicaps. Je suggère que le personnel des parcs ne porte pas de jugement sur ce qu'ils pensent savoir des handicaps. Les idées préconçues sur nos capacités, nos intérêts deviennent souvent un obstacle. Par exemple, il y a plusieurs années, les parcs nationaux aux États-Unis construisaient un nouveau camp de randonnée au sommet d'une montagne et ont décidé que puisque personne en fauteuil roulant ne pouvait faire la difficile randonnée, il n'y avait pas besoin de rendre les toilettes accessibles. Ben, ils avaient tort. Et quelqu'un y est allé et puis au haut de la montagne, il n'y avait pas de toilettes accessibles. Alors, la technologie des appareils de mobilité évolue rapidement et avec elle, les types de sentiers que les personnes peuvent emprunter. Donc, il faut penser au-delà de l'accès physique aussi, comme on en a entendu parler plusieurs fois. Ça va beaucoup plus loin que des rampes et des larges portes. Il y a tellement d'autres types de handicaps qui sont souvent négligés, comme l'accès donc au programme qui n'est pas vraiment compris. Le financement également, c'est évident. Donc, nous savons que ce n'est pas infini, mais l'élimination des obstacles doit être intégrée à toutes les activités des parcs et il est essentiel d'inclure ça dans la maintenance continue des éléments accessibles. Il n'y a rien de plus frustrant d'avoir vu quelque chose d'accessible auparavant qu'il ne l'est plus. Prochaine diapo. Maintenant, les obstacles rencontrés par les visiteurs des parcs. Bon, manque d'informations, on en a parlé. L'accès physique, on sait que la nature est intrinsèquement difficile parfois d'accès et donc peut faire des ravages avec l'accès déjà existant. Donc, et il y a aussi le transport. Moi et Laurie, en fait, nous vivons dans une grande agglomération et souvent les transports en commun ne vont pas jusqu'au parc et bien souvent, il n'y a même pas d'adresse physique pour le point de départ d'un sentier et d'un centre d'accueil, ce qui signifie que le transport adapté ne peut s'y rendre. Nous travaillons avec nos parcs sur ce point et c'est un excellent exemple des efforts que l'on peut mener. Et ensuite, la communication. Il est important de penser au programme dans leur ensemble, en tenant compte de la façon dont les gens entendent parler du programme, utilisent les installations, interagissent avec le personnel et les autres participants au programme. Ça a à faire
avec, par exemple, l'affichage pour les sentiers dans d'autres formats, peut-être même des interprètes gestuels et même un numéro de téléphone pour s'inscrire au programme. Parfois, il n'y en a pas. Et ça peut, s'il y en a, être un obstacle pour les personnes aveugles parce qu'il n'y a pas de lecteur d'écran associé à cela. Et en outre, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur. Et puis, il y a aussi l'exclusion historique. Vous savez, l'adage «construisez et ils viendront» ne s'applique pas nécessairement aux groupes de personnes qui ont traditionnellement été exclues. D'autres groupes marginalisés nous ont appris que s'ils ne voient pas le personnel représentatif de leur identité au centre ou dans les installations, ils sont moins susceptibles de se sentir accueillis. Prochaine diapo. Au début, j'ai mentionné que pour obtenir un accès correct, il faut un dialogue et une collaboration. J'aimerais maintenant laisser la parole à Laurie pour qu'elle nous parle du travail de défense des intérêts qu'elle a accompli avec notre district de parcs régionaux, qui se trouve être le plus grand au pays avec 73 parcs, couvrant une superficie de 125 000 acres, 73 parcs. Donc, alors, Laurie, on en est à 9-18. Alors, j'ai toujours adhéré à la pratique constat être le changement. C'est un outil donc important. Des partenariats avec les districts et les parcs, c'est tellement important. J'ai commencé lorsque je les contactais individuellement pour avoir de l'information parce que leur site web n'avait pas de lecteur d'écran. Et même si je pouvais lire le site web, c'était assez clair qu'il n'allait pas avoir d'informations sur l'accès sur place. Alors, j'ai commencé à contacter des forestiers et du personnel des parcs et il est devenu clair que peu d'entre nous avaient de l'information sur les caractéristiques d'accessibilité. Alors, nous avons établi un partenariat qui nous permet d'aller camper et de discuter avec le personnel depuis 40 ans. Plus de 100 personnes vivant avec un handicap, leurs familles, leurs amis, leurs soignants ont pu participer à des fins de semaine de camping où on a appris ce que ça veut dire donc du camping sous la tente. L'un des problèmes que nous avons dû résoudre était de savoir comment, par exemple, recharger les fauteuils électriques lors d'un séjour de 3 jours en camping. Au départ, on pouvait utiliser un générateur, mais à un moment donné, on n'a plus pu le faire en raison du son. Maintenant, on a une rallonge à partir de la salle de bain, du petit cabinet à côté de la salle de bain. Ça nous a permis de recharger les fauteuils, gonfler les lits, faire fonctionner les machines CPAP. Nous ne pouvons utiliser ces rallonges que lorsque les voyages de camping sont organisés par East Bay Park, ce qui signifie qu'on ne peut pas faire le voyage de manière indépendante. Cependant, en raison de la sensibilisation à ce problème, les parcs d'East Bay prévoient installer une prise de courant au camping accessible aux grands groupes que nous utilisons. Ils vont aussi offrir une prise de courant pour leur nouveau camping de groupe au Quarry Lakes Dumbarton. Ce partenariat a également permis de former le personnel des parcs à la sensibilisation au handicap et nous avons travaillé ensemble à la création d'expositions dans le centre des visiteurs avec du braille, des gros caractères et des fonctions audio. Et on a aussi sensibilisé le personnel aux questions d'équité et d'inclusion. Nous avons collaboré à une série de sorties virtuelles en personne dont Black Diamond Mine. Au plus fort de la pandémie, des adultes et des jeunes ont participé à une sortie virtuelle à Black Diamond Mine. Ils ont reçu une trousse contenant des plantes, des pierres, des objets à sentir, toucher ou goûter. Et ces éléments étaient étiquetés en gros caractères et marqués à la peinture en relief pour simuler le braille. Les naturalistes ont fait référence à ces éléments pendant la réunion Zoom. Cela a amélioré l'expérience globale pour tout le monde, ces éléments pratiques. En décembre dernier, nous sommes rendus à la mine Black Diamond pour une visite en personne et un pique-nique. Et nous avons
pu découvrir une table multisensorielle contenant des crânes, des peaux, une station d'écoute avec des sons d'animaux de la région. Nous avons travaillé avec la Golden Gate National Recreation Area, une autre approche que moi-même et d'autres défenseurs ont adopté, ce qui est parfois nécessaire, qui consiste à déposer une plainte officielle. En effet, cet endroit, la GGNRA, n'était pas en conformité. Il avait besoin d'être motivé pour créer un accès. Nous avons également travaillé avec eux en tant que partenaire depuis et nous avons fourni un espace pour les ateliers communautaires et les journées portes ouvertes pour que GGNRA puisse faire passer le mot sur les améliorations d'accès prévues. Cela a permis à la communauté de s'exprimer pendant l'étape de conception. Ce partenariat nous a permis d'instaurer un dialogue et un engagement communautaire continu. Le principe « rien sur nous sans nous » nous a permis d'améliorer l'accès. Merci. Merci, Laurie. Et cette diapo que l'on voit maintenant, c'est justement la mine Black Diamond et le forestier avec un signe « Bienvenue à votre groupe ». Et donc, un groupe qui se trouve sur le terrain même. Alors, il faut être le changement que l'on veut voir dans le monde. Et j'ai donc passé la majeure partie de ma vie à militer pour un meilleur accès. Bien sûr, ce n'est pas aux personnes handicapées qu'il incombe de faire respecter leurs droits, mais j'ai constaté que lorsqu'on essaie d'obtenir un meilleur accès, l'éducation des gens est souvent beaucoup plus efficace et appréciée que la confrontation. Cela peut conduire à des relations enrichissantes. Récemment, j'ai commencé à déposer des plaintes relatives à l'accès auprès de notre district des parcs et ils ont été très à l'écoute pour résoudre des problèmes. Les plaintes étaient des réparations faciles que le personnel d'entretien pouvait faire en quelques heures. Et ils nous ont dit, ben, vous savez, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, il faut qu'on nous le dise. Alors, voici l'endroit, ici, sur la diapo, Coyote Hill. Alors, il s'agit d'un stationnement et ils ont mis maintenant des stations d'accès au stationnement. Et on le voit à gauche sans cet accès et à droite avec accès. Au même parc, ils avaient installé une machine inaccessible pour le paiement à l'entrée. On a discuté avec eux d'une possibilité d'installer une machine accessible. Ma solution personnelle a été d'acheter une carte de membre du parc qui me donnait droit à une entrée gratuite. Le résultat de mes interactions, c'est qu'ils me considèrent comme un partenaire communautaire et non plus comme une épine dans le pied. On m'a demandé d'aider le personnel à publier un article dans un journal sur les parcs, de participer à un groupe consultatif d'utilisateurs de sentiers et de faire partie d'un comité d'embauche pour un nouveau gestionnaire de programmes récréatifs. Tout le monde y trouve son compte. Et maintenant, vous voyez à l'écran, il y a une machine donc accessible où on peut avoir donc de l'information et appeler le forestier si on a besoin d'aide également. En conclusion, l'accès et l'élimination des obstacles, c'est un processus continu, d'autant plus que la nature peut faire des ravages. Les obstacles deviendront moins importants avec le temps et, espérons-le, les personnes handicapées seront plus facilement en mesure de sortir dans la nature et auront un plus grand sens de l'intendance et du soin des terres. Merci beaucoup de votre attention et vous verrez notre adresse courriel à l'écran et ce sera disponible également sur le site Web après la conférence. Merci, Bonnie. Merci, Laurie. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je crois que plusieurs des obstacles dont vous avez parlé, l'information par exemple, et les obstacles non physiques, le transport, tout cela, ce sont des éléments dont on va parler dans notre discussion en panel plus tard cet après-midi. J'espère donc que vous allez pouvoir être avec nous pour cela. Je crois qu'on a le temps d'accepter une question rapide. Vous avez de très bonnes réactions de vos parcs locaux, de votre parc, quant aux questions d'accessibilité. Est-ce que le parc ou ces parcs-là ont du personnel dédié à cela?
Parfois, vous savez, les plaintes dans les courriels peuvent se perdre dans la masse, donc des choses qui se passent. Oui, je peux répondre à cela. Ils ont un membre du personnel dédié. C'est un peu difficile à trouver parfois, mais hélas, cette personne se trouve dans le service de gestion des risques. Et ils ont donc des connaissances juridiques. Et plus, et bon, évidemment, il y a ici des lois qu'il faut respecter, donc ils doivent assurer la conformité, mais je ne sais pas s'il y a des services